Lui, c'est le petit. Lui, c'est la brosse. Robert Nex. Brian la fillette. Le chimiste. Moi, je suis Alonso, le chef. Le Pancho Villa Motor Club est basé sur la fraternité, car l'union fait la force. Nous avons tous du sang mexicain, du sang de révolutionnaires. Ce que l'on préfère, c'est rouler ensemble sur les routes en chevauchant nos motos, comme le faisaient les soldats du Villa sur leurs chevaux. C'est une façon de rendre hommage à notre général Francisco Pancho Villa. Le Mexique est un pays qui a une longue tradition de connexion entre le présent et le passé. Chez nous, le passé a une vitalité étonnante dans le présent. Il fait partie du processus éducatif, formel et informel. Ce débat est vivant et nous faisons en sorte qu'il le reste. Au Mexique, il nous est possible de vivre avec peu de choses, mais on ne peut pas vivre sans mythes. Au nord du pays, les États de Durango et Chihuahua déploient leurs paysages sur une superficie grande comme la France, où les pistes du passé croisent les routes du présent à travers les montagnes désertiques et les plateaux d'altitude. Un décor de western où les guerres de territoire n'en finissent pas, où la pauvreté n'a d'égal que la corruption. Ici, pour quelques dollars de plus, on a la gâchette facile. Les narcotrafiquants ont remplacé les hors-la-loi et les chercheurs d'or. Les tubes à la mode chantent les exploits des hommes de main et des parrains d'une des mafias les plus puissantes au monde. Et dans le top 50 des modèles, les desperados et autres bandits occupent les premières places. Mais aucun ne force autant le respect que Francisco Pancho Villa. On l'appelait le Senteur du Nord. Ce surnom lui allait très bien, parce qu'il montait bien à cheval. C'était vraiment un excellent cavalier. Certains critiquaient son style, mais il a quand même fait des milliers de kilomètres à cheval. C'était un vrai centaure. Ce surnom lui va très bien. Je suis Maria Guadalupe Villa Quesada, fille du général de la division du Nord, Francisco Pancho Villa. Physiquement, mon général était comme moi. Il ne me manque plus que les moustaches. Je lui ressemble beaucoup. Je suis comme lui. Je me souviens que le général avait l'habitude de nous mettre, ma sœur et moi, chacune sur un cheval. Lui se mettait entre nous et donnait le top départ. Nous faisions la course en galopant comme des folles. Dimanche de course dans l'état de Durango. Toutes les semaines, José de la Haut, petit-fils de révolutionnaire et historien, se rend à ces réunions privées où l'on vient en famille, parier sur le cheval d'un cousin, d'un frère, ou tout simplement pour l'ambiance. Mexicaine du Nord, l'ambiance. Chapeau, bottes de cow-boy, chevaux, enfants et armes automatiques à l'entrée. Dans la région, les moments de détente sont sous vigilance. Ils fouillent partout. Là, on cherche des armes, de la drogue et des boissons alcoolisées. Et pourquoi ? Pour éviter des problèmes. C'est comme ça ici. Les gradins du petit hippodrome se remplissent rapidement. Pour faire patienter les parieurs, les dernières chansons à la mode déversent leurs rafales d'armes automatiques dans les rambians. Derrière les regards apparemment décontractés, les enjeux sont réels. Ici,
plus que l'argent, on vient gagner ou perdre une réputation. Le cheval, emblème d'un quartier ou d'une famille, est une identité que l'on vient défendre et revendiquer. Il est impossible de concevoir Pancho Villa sans sa monture. C'est une véritable symbiose de l'homme et du cheval, comme dans la mythologie gréco-romaine. Pancho Villa est le stéréotype même du Mexicain qui ne fait qu'un avec son cheval. Dans ces courses, on peut voir la passion des gens pour ces magnifiques animaux qui font partie de notre mythologie, de nos légendes et de nos traditions. Ici, à Durango, on aime profondément le cheval. Et parler de révolution, c'est parler des chevaux. L'icône la plus importante du Mexique, c'est bien Pancho Villa à cheval. Je suis très nerveux. C'est toujours pareil avant une course. Ne pas savoir si on va gagner ou perdre, ça vous rend nerveux. Et il y a de quoi. Ce jeune propriétaire passionné est étudiant en agronomie. C'est sur la piste que va se jouer le temps d'un galop, une partie de sa réputation et de son avenir. On a gagné! C'est nous qui sommes les vainqueurs. C'est moi, l'étudiant, qui ai gagné. Les enjeux de ces courses dépassent souvent le simple défi sportif. Pour des questions d'honneur ou d'argent, les règlements de compte, les explications musclées entre parieurs ou caïds locaux sont fréquents. Tous les ans, dans cette région, des dizaines de fusillades, le plus souvent mortelles, éclatent lors de courses de chevaux. Au-delà du rythme tranquille des villes, la violence est bel et bien quotidienne dans les États du Nord, où plus de 15 millions d'armes circulent aujourd'hui illégalement. L'État de Durango, fief de Pancho Villa, vénère le souvenir de ceux qui, comme lui, sont devenus des héros de la Révolution. Leurs armes centenaires sont de véritables reliques que chaque famille conserve fièrement prête à l'emploi. Je vais nettoyer les armes, parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Un petit coup de chiffon ne leur ferait pas de mal. Voyons comment elles se portent, ces armes.
Ma famille a participé à la révolution mexicaine. Ils étaient présents lors du soulèvement armé de 1910. Cette arme a pris beaucoup de vies. C'est une carabine 30-30 d'infanterie, alors que celle-là, qui est plus courte, est une carabine de cavalerie. Celles de cavalerie sont toujours plus courtes que les carabines d'infanterie. En nettoyant cette merveille, je me mets à penser aux vies qu'elle a prises pendant la Révolution. Haber disparado esta arma en plena revolución que pertenecieron a mis antepasados. Cette arme a plus de 100 ans, vous savez. Más de 100 años de existencia. Elle appartenait à mes ancêtres et aujourd'hui, avec moi, elle est entre de bonnes mains. Si les adversaires de Villa avaient su qu'un jour je nettoierais ces armes, ils m'auraient sûrement fusillé. La vérité, c'est que ces armes gardent encore l'odeur de la Révolution. Et c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je contemple ces Winchester de la Révolution qui sont l'héritage de mes ancêtres. Au Mexique, les armes sont une tradition et une culture. Cela remonte à la moitié du 19e siècle, lorsque les États-Unis vendaient des armes aux Mexicains pour qu'ils se défendent contre les Indiens Comanches qui rôdaient dans le nord du pays. Pancho Villa est un prototype des gens du Nord. Les gens du Nord vous donnent tout, sans rien attendre en retour. Mais si vous leur faites du tort, ils se retourneront contre vous avec férocité. Pancho Villa était comme ça, pas de demi-mesure avec lui. On l'aime ou on le déteste. Lorsque Villa était enfant, le Mexique subissait la dictature de Porfirio Díaz. Les politiques étaient alliés à une poignée d'entrepreneurs. Ensemble, ils détenaient tous les pouvoirs. Cette situation entraînait d'énormes disparités sociales et une domination des grands propriétaires terriens sur leurs employés ainsi que sur toute leur famille. Vous savez, dans l'état de Durango, le droit de cuissage était encore très courant à l'époque. Un jour, Pancho Villa rentre chez lui et surprend le maître de l'hacienda en train d'harceler sa petite sœur. Sans plus réfléchir, il part chercher une arme chez un cousin et il revient demander des explications au maître. Il lui tire alors dessus et le maître est blessé. Et Pancho Villa s'enfuit dans les montagnes. Ma version est, je pense, plus historique. Lorsque sa mère apprend à Pancho Villa que son vrai père est le maître de l'hacienda, il va le voir et lui dit « Monsieur, ma mère m'a dit que vous étiez mon père. Je veux porter votre nom, que vous m'aidiez à faire des études. Je veux m'en sortir. » Mais le père a refusé. Il l'a chassé de l'hacienda avec toute sa famille.
Pour nourrir les siens, le jeune Pancho Villa s'essaye alors au vol, à l'escroquerie et à la contrebande. Il choisit, comme tant d'autres à l'époque, une vie de bandolero pour éviter l'asservissement. Sans expérience et trop jeune pour éviter les pièges des milices locales, il se fait prendre pour vol de bétail. Premier passage en prison dans son village natal de San Juan del Río, Pancho Villa a tout juste 16 ans. Ouvre-moi la porte. Voici l'endroit où Pancho Villa fut enfermé. À cette époque, on l'appelait encore Doroteo Arango. Il était enfermé juste ici, dans cette petite cellule. Allez-y, vous pouvez entrer. Ça fait 1 an que je suis là et si Dieu le veut, il ne me reste plus qu'1 an et demi à tirer. Je n'ai pas l'impression d'être un bandit, mais comme on dit ici, il ne faut pas se laisser faire. Il fallait bien que je défende les miens face au danger. Parfois je réfléchis et je me dis que Pancho Villa était quelqu'un hors du commun, qui est devenu une véritable légende grâce à tout ce qu'il a fait ici au Mexique. Pourquoi nous, aujourd'hui, on ne pourrait pas être un peu comme lui? Sans vouloir être plus fort, mais juste essayer de lui ressembler un peu. Tout comme moi, il a défendu sa famille. Il ne faut pas se laisser marcher dessus. Il faut défendre les siens, c'est tout. Mais espérons, grâce à l'aide de la Vierge, que tout cela sera bientôt fini. Que je sortirai d'ici et qu'enfin j'irai de l'avant. À l'époque où le jeune Doroteo est dans sa cellule, un bandit pris est un bandit mort. Il n'a d'autre choix que de fuir. Il réussit à assommer un gardien et s'échappe de sa prison 2 jours seulement après son arrestation. Cet acte va le faire connaître dans les montagnes alentours où les bandes de hors-la-loi règnent en maître. C'est donc avec une de ces bandes armées qu'il choisit de continuer son initiation. Il apprend à tirer, à chevaucher des heures durant et à voler du bétail sans se faire prendre. Ce sera un entraînement grandeur nature pour sa future vie de guérillero. L'état de Durango est désormais trop dangereux pour lui. À 17 ans, il décide de partir pour l'état voisin de Chihuahua où personne ne le connaît. À Chihuahua,
Doroteo mène alors une double vie, alternant le vol de bétail et certaines activités légales, comme laitier ou maçon. Sans cesse en mouvement, il parcourt ce territoire immense et finit par se faire un nom. Il ne sera désormais connu que sous son pseudonyme de bandit, Pancho Villa. Il devait bien survivre. Et comment faisait-il? Eh bien, tout d'abord, en volant du bétail, surtout en volant aux riches et en partageant ses gains avec les plus démunis. Cette façon de faire était pour lui une méthode pour instaurer une complicité et créer des alliances avec les gens. Implicitement, cela voulait dire « Aujourd'hui, je te donne de la viande pour que demain, tu ne me dénonces pas ». Cette façon d'agir a été déterminante pour Villa. Ça lui a permis de circuler librement parmi les gens du peuple sans jamais avoir à craindre de se faire dénoncer. Je suis persuadé que s'il n'avait pas tissé ce genre de lien avec le peuple, quelqu'un aurait fini par le dénoncer, comme ce fut le cas pour de nombreux bandits qui n'ont survécu qu'un an ou deux. Pancho Villa devient naturellement un bandit social. Cela n'a rien d'étonnant quand on sait qu'il a côtoyé la pauvreté et partagé la misère avec le peuple durant toute sa jeunesse. Il a vu de ses propres yeux les injustices que faisaient subir au peuple les grands propriétaires. C'est à ce moment-là qu'il a pris conscience que le Mexique avait besoin d'un changement radical. Cette prise de conscience est remarquable pour un jeune illettré. Le concept de Villa bandit social est une mystification. Villa n'était pas un bandit social. Villa était un bandit, point. Mais tout bandit possède une composante sociale. Pourquoi? Car un bandit combat le pouvoir, la loi et le système. Alors bien sûr, dans cette mentalité de bandit, il y a une conscience sociale. Ceux qui veulent voir en lui un grand bandit social se trompent. Villa est un bandit, un voleur de bétail et un braqueur de banque qui un jour va rencontrer les premiers révolutionnaires mexicains, comme Abraham González, et va découvrir que la révolution est la réponse à toutes les injustices qu'il a vues et subies tout au long des 17 premières années de sa vie. 1910. La révolution mexicaine éclate, elle va durer 10 ans et faire 2 millions de victimes. Lorsque Pancho Villa rejoint la révolution, il n'est encore qu'un bandit que les grands théoriciens du mouvement rallient à leur cause pour lutter contre l'armée fédérale. C'est un leader charismatique, respecté et craint par ses hommes. Très rapidement, il monte en grade et devient général. Tandis qu'Emiliano Zapata lutte dans le sud, Villa organise la révolte dans les vastes États du Nord. Tout ce que cette région compte de bandits, de hors-la-loi et d'exclus est enrôlé pour lutter contre la dictature des propriétaires terriens. Villa et sa cavalerie écument alors les riches haciendas et libèrent les paysans exploités qui l'encouragent à se battre pour la cause. Durant toutes ces campagnes, Pancho Villa n'aura de cesse d'accorder la plus grande attention au choix de ses chevaux sans lesquels son grand atout, la mobilité, n'aurait été possible. Se déplaçant sans cesse, imprévisible,
Pancho Villa et ses hommes parcourront ainsi des milliers de kilomètres dans tout le nord du pays, comptant sur leur capacité à survivre dans les déserts et les montagnes hostiles. Mais ce ne sont pas les seules leçons que Villa a retenues de son passé de bandit. Son rapport à l'argent va également lui permettre de durer. Sa relation avec l'argent est fascinante et il ne changera jamais sur ce point. Toute sa vie, il avait l'habitude de cacher des choses. Par exemple, il cachait des trésors dans différents endroits et dès qu'il en avait besoin, il les déterrait pour réinjecter l'argent dans la Révolution et ainsi entretenir la machine de guerre. L'argent pour lui était un moyen et non une fin en soi. En revanche, il gardait sur cet argent un contrôle total. Pour payer ses troupes, le général avait l'habitude de distribuer son butin en remplissant chacun des sombreros de ses hommes. Pancho Villa avait compris que le peuple mexicain devait s'émanciper. Lui qui n'eut jamais droit à l'éducation, rêvait que chaque village ait son école ou son instituteur. Il s'attachait à payer les salaires des professeurs et financer la construction d'écoles. C'est ainsi qu'il tissa un réseau de fidèles dans tout le nord du pays, garantissant la sécurité de ses déplacements et le secret de ses caches d'armes. Et nombreux sont encore les aventuriers ou les cow-boys qui recherchent ces butins de guerre oubliés dans les grottes de la Sierra Madre ou les canyons reculés. Certaines réserves d'armes, d'or ou d'argent subsistent. Mais à l'image de Pancho Villa, les parois qui séparent la légende de l'histoire sont aujourd'hui bien minces. Sa technique était de cacher ses trésors dans les parois des grottes ou sous terre. Ce qu'il faisait, c'est qu'il creusait un trou dans la paroi qu'il rebouchait de façon à ne pas laisser de traces. Ici, par exemple, il pourrait y en avoir un. Pour nous, c'est une véritable passion de partir à la recherche des trésors que Pancho Villa nous a laissés. Cet argent est ici, quelque part, et on veut le retrouver. Vous savez, des grottes comme celle-ci, il y en a plein d'autres à fouiller. Je m'appelle José Condé. Je fouille ce coin depuis 50 ans. Et vous avez déjà trouvé quelque chose? Oui, des petites choses par-ci par-là. Et vous avez déjà retrouvé des pièces plus importantes? Oui, un lingot d'argent. Ce jour-là, je me suis senti plus riche. Et vous l'avez trouvé où, ce lingot? Dans une grotte du coin. Vous ne voulez pas nous dire où? Non, je ne vous dirai pas où. Vous l'avez trouvé ici, ça? Oui, je l'ai trouvé enterré ici, contre la paroi. Et vous l'utilisez pourquoi? Pour vous défendre? Oui, c'est pour se défendre. C'est pour se défendre.
Et il marche toujours? Ouais, bon, aujourd'hui, j'ai pas mis de balles. Mais vous savez, à la ceinture, c'est dissuasif. Les gens voyaient en lui un révolutionnaire de leur propre classe sociale et en plus quelqu'un d'honnête. C'était un bandit, certes, mais lorsqu'il a eu le pouvoir entre ses mains, il ne s'est jamais rempli les poches avec de l'argent. Villa est véritablement un rénovateur des techniques militaires. Il absorbe tout ce qu'il trouve. L'aviation, par exemple. C'était très rudimentaire, certes, mais il avait une aviation. Il utilise aussi les trains. C'est Villa qui invente la révolution à la mexicaine. La cavalerie devant et les trains derrière. Il engage une véritable guerre de mouvement. Il n'y a pas de guerre de position pendant la Révolution mexicaine. C'est une guerre de mouvement de plus de 30 à 50 000 hommes dans les grandes batailles. Il utilisait les mitraillettes, l'artillerie, lourde et légère. Il invente même l'attaque à deux sur un seul cheval, où le cavalier déposait le fantassin sur le champ de bataille et repartait aussitôt en chercher un autre. Il combinait ainsi cavalerie et infanterie. D'un point de vue militaire, il est donc très moderne. On trouve chez lui de vieilles ruses issues de son expérience de bandit, mais aussi un tas de nouvelles stratégies de combat, innovantes et modernes. Il était fasciné par la modernité. En 1915, malgré sa cavalerie et l'utilisation des chemins de fer, la division du Nord s'essouffle et enchaîne les défaites. Les Américains, lassés de voir Villa porter atteinte à leurs intérêts au Mexique, permettent aux troupes fédérales mexicaines de traverser leur territoire pour surprendre Villa à la frontière. Dans les batailles qui s'ensuivent, la division du Nord perdra plus de la moitié de ses troupes. Villa nourrira désormais une rancœur tenace envers les États-Unis, coupable à ses yeux de soutenir le régime fédéral. La frontière entre les deux pays se ferme progressivement. En décembre 1915, Villa et son armée manquaient de tout. Ils avaient besoin de nourriture, d'armement, de munitions, de vêtements, de chevaux. Bref, ils avaient besoin de tout. Et le meilleur moyen pour les révolutionnaires mexicains d'obtenir ce dont ils avaient besoin était à l'époque de piller une ville. La raison pour laquelle il a choisi Columbus, c'est qu'il y avait un poste avancé de l'armée américaine.
Donc des armes, des munitions et beaucoup de chevaux. Il y avait une banque avec de l'argent pour tous ceux qu'il ne pouvait pas voler. Et bien sûr des magasins avec toutes les provisions dont ils avaient besoin. Il a choisi Columbus car il n'y avait pas beaucoup de villes frontières aux États-Unis en 1916. Columbus était l'une des rares villes sur la frontière. Le 8 janvier 1916, Villa écrit à Zapata, resté dans le sud. Nous avons décidé d'attaquer les Américains dans leur propre tanière, pour leur faire savoir que le Mexique est une terre d'hommes libres. Ce cimetière est important pour moi. Déjà parce que mes parents sont enterrés juste ici. Mais aussi parce que mon arrière-grand-père repose là-bas dans cette section et il fut l'une des victimes de l'attaque de Pancho Villa. Il est enterré à côté d'une autre victime, la seule femme tuée lors de ce raid. Elle s'appelait Bessie James. Ils sont là tous les deux. Quand il fut prêt à attaquer Columbus le 8 mars, il disposait de 480 soldats. Pancho Villa et son armée ont donc franchi la frontière à 8 km de la ville. Ils ont traversé la voie ferrée et ont attaqué Columbus à 4 heures du matin. Une attaque à l'aube typique de Villa. Les troupes de Villa se retirent après 3 heures de combat. Au petit matin, plus de 200 révolutionnaires sont tués. Parmi les 18 victimes américaines, 9 civils, dont l'arrière-grand-père de Richard Dean. Ce matin-là, mon arrière-grand-père a été réveillé par des coups de feu. Il n'a pas cru que c'était une attaque, mais que l'armée était en exercice, ce qu'elle faisait souvent. Mais d'habitude, il prévenait la population. Dès qu'il a vu l'hôtel et l'épicerie brûlés, il a décidé de sortir pour aller aider ses concitoyens à éteindre le feu. Il a donc remonté la rue principale jusqu'à Broadway, et c'est là qu'on a retrouvé son corps après la bataille. Il était criblé de balles, mais celle qui l'a tué était une balle explosive tirée dans le dos, qui est ressortie par son abdomen en laissant un trou gros comme mon poing. Chers enfants, je sais que vous êtes impatients d'avoir de mes nouvelles, mais mes chéris, nous ne pouvions pas faire autrement. Si vous pouviez seulement imaginer ce qui s'est passé ici, à quel point nous étions démunis et sans protection. J'ai vu Edwin à la porte, qui m'a dit « Maman, ils ont tué papa, ils l'ont tué ». On a sorti la voiture et nous sommes allés le chercher. Il était allongé dans la rue devant le magasin des Walkers, entouré de cadavres de Mexicains. Mais la seule chose que je voyais, c'était Jimmy, mort, abattu comme un chien. Ils ont essayé de m'empêcher d'aller jusqu'à lui, mais je n'écoutais personne. Il était si blanc, couvert de sang. On lui a tellement tiré dessus qu'il était réduit en pièces. Mais une grande partie de son visage était intacte. Nous n'avons même pas pu vous ramener son corps. Mes enfants, je n'ai plus la force d'écrire. J'ai essayé d'être la plus concise et la plus claire possible. Votre mère qui vous aime, Edwin et Myron.
La plupart des Américains ne savent même pas qui était Pancho Villa. Mais ceux qui savent ne le considèrent pas comme un héros ou même comme un révolutionnaire. Ils le considèrent comme un bandit et un meurtrier. Il a d'ailleurs été poursuivi pour cela et accusé pour le meurtre de mon arrière-grand-père. L'outrage était immense, tout le pays était scandalisé. C'est pourquoi beaucoup d'Américains ont pensé que c'était injuste de juger les quelques Mexicains qui avaient été capturés. De toute façon, ce procès était une parodie, mais il fallait que quelqu'un paye. Le gouvernement à Washington était furieux. C'est pourquoi le président Wilson a ordonné au général Pershing d'organiser une expédition punitive et d'aller chasser Villa jusqu'à l'intérieur du territoire mexicain. L'ordre était de ramener Villa mort ou vif et de disperser ses troupes. 10 000 hommes se lancent à la poursuite de Pancho Villa. C'est la dernière fois que les soldats américains partent au combat sans casque et à cheval. Tous les moyens modernes sont mis à disposition de l'armée américaine. L'occasion rêvée de tester notamment les premiers avions de combat. Lancée sur les traces du bandit révolutionnaire, l'armée américaine est appuyée par l'armée fédérale mexicaine. Les troupes villistes se dispersent, certains chefs de la division du Nord tombent, mais jamais les Américains ne distinguent les talons de Villa. La chasse à l'homme se poursuit. Recherchés par deux armées à la fois, Villa et ses fidèles doivent se replier. Contrairement aux Américains et aux fédéraux, ils connaissent les pistes, les chemins et les pièges à éviter. Ils peuvent aussi compter sur l'appui indéfectible de la population paysanne. Léopold a passé toute sa vie dans les montagnes qui entourent Durango. Il part souvent à cheval, avec des amis, sur les traces du Centaure du Nord. C'est dans cette hacienda que Villa s'arrête avant d'atteindre les grottes où il veut se cacher. Lorsque Villa passa par ici, il était blessé et fuyait l'armée américaine. Ces hommes le transportaient même sur une carriole tirée par des mules.
En arrivant dans cette hacienda, la troupe demanda l'hospitalité au propriétaire, qui refusa. Une bagarre éclata et le propriétaire fut tué. Villa donna alors comme instruction à ses hommes de brouiller les pistes, de se disperser et de faire croire qu'il était mort en creusant des tombes à son nom. Ces hommes partirent le cacher dans la montagne, dans une grotte au point culminant de cette région, la Sierra de Sainte-Anne. Un endroit hautement stratégique, car de là-haut, on peut voir à 150 km à la ronde. Pour cause d'engagement imminent dans la Première Guerre mondiale, les Américains se retirent du Mexique après 10 mois de poursuite. Ils n'ont jamais ne serait-ce qu'aperçu l'ombre de Villa. L'expédition punitive n'aura réussi qu'à renforcer sa légende auprès du peuple mexicain. La guerre civile touche à sa fin. Pancho Villa va enfin accomplir son rêve, devenir fermier. Il choisit l'état de Durango où tous le considèrent comme un héros. Il achète une hacienda dans laquelle il vit avec femme et enfants. Toujours préoccupé par l'émancipation des classes laborieuses, il y construira une école avec ses 50 gardes du corps, où les enfants des communes rurales alentours peuvent apprendre gratuitement le matin, les cours du soir étant dispensés aux paysans et aux soldats. Pancho Villa sera d'ailleurs à l'origine de la première bibliothèque rurale du pays. Mais la présidence à Mexico espère renouer des relations économiques avec les Américains au plus vite. Impossible tant que Villa règne sur le nord du pays. Villa doit disparaître. Je suis un grand fan du général Pancho Villa. Je me suis fait tatouer sa date de naissance. Il y a aussi l'arme qui a servi pour le tuer. J'ai dit à notre garde du corps que j'avais entendu des coups de feu, mais lui il m'a dit que c'était le tonnerre. Puis on a entendu crier « Ils ont tué le général, ils ont tué le général !» Avec ma mère, nous avons couru vers l'endroit où il avait été tué. Et les seules choses que j'ai pu récupérer, c'était son stylo et son alliance.
Villa est un saint laïque. Dans une société qui vit dans un tel carcan catholique, Villa est un saint laïque qui porte un seul message. Notre vie est injuste, il faut tout faire pour que ça change, quitte à utiliser une violence extrême. Voilà pourquoi l'aura de Villa est toujours aussi présente dans la société mexicaine après tant d'années. Nous sommes aujourd'hui réunis pour rendre hommage à notre général Pancho Villa. Le général Pancho Villa a été tué par un traître, ici, dans notre ville de Parral, dans l'état de Chihuahua. C'est un honneur de présider ce club. Tous ici, nous représentons le général Villa, et comme lui l'a toujours fait, nous parcourons la région à notre manière, sur nos chevaux d'acier. Les Mexicains se revendiquent aujourd'hui d'un centaure et d'une révolte passée. Un héros vêtu d'un costume de bandit, dont la légende généreuse masque parfois la redoutable familiarité avec la violence. Fureur et espérance, Pancho Villa est tout cela à la fois. Une statue entre mythe et réalité, qui pour beaucoup reste l'exemple même de la mexicanité.